C'est ça quand même le piège pour le cinéma aujourd'hui, c'est le coût. Un film donc qui sort demain sur les écrans. Catherine Deneuve, je vous avais promis que vous ne seriez pas totalement seule dans cette émission. C'est vrai, j'ai des amis qui vont venir. J'ai donc invité le groupe Justice. En un an, ils sont devenus un groupe très très célèbre dans le monde. Ils reviennent d'une tournée internationale. Ils vont être là dans quelques instants. Ils reviennent avec un disque qu'ils ont enregistré en concert à San Francisco, avec un DVD de leur tournée mondiale. Ils viennent à 4. On va regarder tout de suite. Pas 4 ? Ben si, il y a les 2 membres de Justice, oui. Il y a leur directeur artistique qui est très important, oui, et oui. puis il y a Romain Gavras qui a réalisé leur clip l'année dernière, tellement controversé, on en avait parlé dans cette émission. C'est lui qui a sévi sur ce fameux voilà, clip. vous l'avez vu vous aussi. Hein, J'en ai vu qu'une partie, je dois dire la vérité, je ne l'ai pas vu. Pourtant j'aime beaucoup regarder les clips et ben, comme ça, vous allez peut-être voir une autre partie là ce soir. En attendant, on regarde un extrait de leur DVD pendant qu'ils nous rejoignent. Ça s'appelle Across the Universe. Man, that shit was hard. They played a lot of nice, harder shit, man. I was very, very surprised. Last time they didn't come as hard, man. Yeah? Nah, last time it was good, but it was fucking tough this time. I think these guys are the new rock and roll. Voilà, je vous présente Gaspard Roger et Xavier Deronay qui forment le duo de musique électronique Justice. À leur droite, Somi, graphiste, directeur artistique du groupe. C'est à vous qu'on doit l'imagerie de Justice, elle est importante. Et puis à leur gauche, Romain Gavras, le réalisateur de Stress, le clip de Justice qui a créé la controverse l'année dernière. C'était en mai, plus d'1 million de personnes l'avaient regardé sur Internet en très très peu de temps et ça avait donné beaucoup de débats. On reviendra dessus. Vous avez co-réalisé tous les 4 Across the Universe qu'on vient de voir, dont le message est assez clair. C'est ce garçon qui l'a dit. Le rock'n'roll aujourd'hui c'est eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le rock'n'roll aujourd'hui c'est vous? Non, pas vraiment. On l'a mis parce qu'on trouvait la phrase plutôt drôle. Et en même temps, le rock'n'roll sous le sceau sexe, drogue et rock'n'roll, je crois que ça appartient plus au groupe de rock maintenant. Et ça appartient peut-être même plus à notre public qu'à nous. Puisque j'imagine qu'ils font plus de sexe, plus de drogue, plus de rock'n'roll que nous, qui ne sommes finalement qu'un groupe d'électro. Oui, enfin, vous jouez beaucoup sur la mythologie sexe, drogue et rock'n'roll dans ce documentaire, on va y revenir, mais quand il dit le rock'n'roll c'est eux, qu'est-ce qu'il entend par là et qu'est-ce qu'on entend par là aujourd'hui quand on dit le rock'n'roll? C'est la violence, c'est c'est le rythme tout simplement, et après tout la techno c'est du rock électronique. Ouais, je pense qu'il parle plus d'énergie que de musique véritablement, puisque le rock aujourd'hui c'est plus grand chose non plus. C'est-à-dire que tout est rock de, je sais pas quoi, de Maroon 5. C'est la variété internationale aujourd'hui, le rock. Ce qu'on appelle rock, c'est rock pop et ça veut plus dire grand-chose. Et je pense que c'est plus l'énergie ou alors la musique que lui écoute pour faire chier ses parents, ce qui est la définition du rock pour nous en vrai. Oui, encore aujourd'hui, pour vous, c'est la définition du rock, ça? Je pense, quand on a fait ce disque, on s'est dit, parfait, si des mecs de 12 ans achètent ça uniquement pour faire chier leurs parents, et si dans 10 ans ils découvrent que c'était pas mauvais finalement, c'est parfait, c'est un des buts de ce disque ou de ce groupe-là. On ne cherche pas ça à tout prix non plus, mais ça me paraît être une bonne raison aujourd'hui pour acheter des disques ou aller dans des concerts. Mais là, c'était exactement la stratégie marketing que nous a expliqué ici même sur ce plateau Andrew Loog Oldham, qui était le manager des Rolling Stones, et il nous a dit, voilà, c'était la stratégie marketing des Rolling Stones par rapport aux Beatles, c'était le groupe dont, quand vous achetez les disques, vous êtes sûr que ça va emmerder vos parents. Bah, quand on n'est pas très beau et pas très talentueux, il faut des stratégies, ouais. Somi, pour vous, c'est aussi ça le rock'n'roll aujourd'hui, c'est ce qu'il vient de dire? Parce que vous avez l'air de penser le marketing. Non, on n'est pas, on pense pas le marketing. L'image. Non, mais on essaie surtout de s'amuser, de faire des trucs
qui peuvent plaire à nous d'abord pour pouvoir ensuite plaire à d'autres. Mais non, mais je pense que ce garçon dans l'extrait parle surtout du fait qu'il vient de voir un concert assez musclé, si on peut dire. Et c'est ce qu'il entend sans doute par le fait qu'il ne doit pas avoir souvent l'occasion d'aller voir des groupes de rock ces jours-ci ou je ne sais pas quoi, et que du coup il est étonné de transpirer, de voir des jeunes qui sautent dans le public, et comme on pouvait le faire dans les concerts de rock précédemment. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que le public réagit de cette manière-là à de la musique électronique, justement. Ouais. La musique électronique qu'on trouvait un peu, en tout cas dans son apparat, un peu tiède, c'est ça que vous avez voulu changer, c'est de montrer qu'elle peut être violente, qu'elle peut être controversée dans son propos même. C'était le sujet de Stress, le clip que vous avez réalisé l'année dernière. Bah après, la question, c'était quoi exactement? C'est le fait que la musique électronique, et en particulier les Français, d'ailleurs la French Touch, pendant longtemps, ce qui s'est exporté dans le monde, c'était quand même des gens très très gentils et qui n'en faisaient pas des tonnes, à la différence justement du rock'n'roll. Bah, là après, par rapport à ce clip-là, c'est une musique qui correspond à certaines images. La musique était très violente, quand on l'écoute c'est très violent, donc il fallait des images très violentes. C'est plus une concordance par rapport à la musique et à l'image. Plus qu'un état d'esprit ou une espèce de message à faire passer. Le stress, donc on en a énormément parlé, en particulier dans cette émission. On y voyait une bande de jeunes qui partaient d'une cité et qui rentraient dans Paris et qui s'en prenaient très violemment à tous les gens qu'ils croisaient, sans aucune explication. On voyait juste qu'ils étaient filmés par une caméra. On en regarde tout de suite un extrait, puisque encore une fois, vous ne vous êtes jamais expliqué sur ce clip, vous n'avez jamais donné la moindre explication. Romain, un tout petit peu dans la presse, mais très délicatement. On regarde un extrait. Catherine Deneuve n'avait pas vu le clip en entier. Non. C'est peut-être une partie que vous n'avez pas vue. Léa, il est toujours pas en entier. Hein. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, Catherine Deneuve, quand vous l'avez vu? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous avez, quand la première fois que vous en avez C'est très dérangeant. C'est très dérangeant. Mais ça me dérange comme j'ai été dérangée par Orange Mécanique. C'est quand même une violence, et c'est une réalité. Ça me dérange, oui. Ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que vous ne donnez aucune explication dans le clip. C'est pas ça le plus dérangeant quand même. Je ne sais pas, ça augmente aussi le fait quand on ne donne pas de signe de ce qu'on doit comprendre et de la morale qu'on doit en tirer. Est-ce que c'est pas ça le plus dérangeant? Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de s'expliquer sur absolument Oui. tout quand on fait de l'art? Je pense pas. Enfin, je pense que Catherine, vous avez fait des films Absolument, qui étaient c'est ce que je dis, provocants voilà, et dérangeants à l'époque. Moi, je crois pas qu'il faille s'expliquer, surtout au contraire. Et est-ce que ça n'est pas ça justement ce qui est le plus, c'est un mot à la mode, le plus subversif aujourd'hui justement, c'est de ne pas donner d'explication à ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas le contraire de ce qu'on faisait autrefois? Votre père Costa Gavras, c'était le contraire. On donnait des signes évidents où sont les bons et où sont les méchants. Là, vous faites exactement le contraire. Oui, mais ça se retourne contre vous. Il y a à la fois le MRAP qui voulait porter plainte contre le clip et il en a été dissuadé uniquement parce qu'il a cru que le Front National aussi voulait porter plainte contre le clip. À quoi ça Voilà. tient? Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se faire attaquer à la fois par une organisation antiraciste et à la fois par un parti extrémiste. L'intéressant, c'est justement d'être au milieu. Et si on commence à donner des codes et des clés pour expliquer « Ah mais non, en fait, j'ai voulu dire ça » ou « En fait, j'ai voulu dire ça », non. C'est bien, c'est intéressant, en fait, quand c'est laissé pour que le public l'interprète de sa propre façon. Moi, mon avis, à la limite, tout le monde s'en fout. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est de le voir en entier, par contre, parce que un bout comme ça, au milieu de nulle part, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut le voir en entier. J'invite d'ailleurs tous les jeunes
de moins de 14 ans, allez le voir. Je vous remercie. Voilà. Et, non, et, Parce que j'ai envie de le voir, oui. Bon, bah, voilà, non, mais et de plus de 14 ans. Et voilà, mais après, donner une explication, en fait, ça réduit l'œuvre à quelque chose d'unidirectionnel, en fait. Alors on a beaucoup parlé des blousons, je crois que c'est vous qui les avez dessinés, Somi, ces blousons, ces blousons avec des croix hein, qu'on les voit porter dans le... On a dit qu'ils étaient à vendre, on a dit que finalement tout ça c'était fait que pour vendre des blousons. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau du temps du swing in London que vous avez bien connu, puisque Mick Jagger, je rappelle, était le témoin à votre mariage avec David Bailey, vous avez tourné avec David Bowie. Les stars du rock ne dessinaient pas des blousons, ne vendaient pas des t-shirts comme ça se fait aujourd'hui, depuis le rap d'ailleurs. Hein. C'est un espèce de quiproquo sur cette histoire de blousons. Ils n'ont jamais été à vendre. Et ça s'est télescopé avec une collaboration qu'on faisait avec une marque qui s'appelle Surfastwear. Et les blousons avec les croix n'ont jamais existé en fait. Les blousons avec les croix, c'est un amalgame en fait. Au plus de clients courts. Donc c'est même pas Somi qui les a fait. Non, c'est bien que vous nous en parliez parce qu'en effet, il y a un amalgame qui a été relayé complètement par la presse nationale qu'on croit infaillible, etc. Donc effectivement, ça a été forcément relayé par la suite. Mais en fait, c'est totalement faux. Ces blousons n'ont jamais été en vente. On a par la suite fait des blousons, mais qui n'ont rien à voir, à part qui sont aussi en cuir, mais il n'y a pas une grosse croix dans le dos. On a été victime d'une coïncidence qu'on n'a vraiment pas contrôlée en fait sur ce truc. Et en plus, ils n'ont pas été du tout vendus en grande quantité. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout une pub pour des blousons comme ça nous a été reproché. Alors ces blousons, l'histoire, la vraie, c'est... La vraie, non, c'est des blousons des costumes de clients courts avec des croix collées dans le dos, que j'ai collé moi-même d'ailleurs, c'était un dimanche, je m'en rappelle. Et je comprends pas ce qui vous intrigue par rapport à ces blousons. Non, c'est parce qu'à l'époque, on a beaucoup parlé de ces blousons. Mais parce qu'on ne voulait pas parler d'autre chose, donc c'est plus facile de parler des blousons pour pas parler de... Non, ouais, c'est quand même bien de mettre... En ce qui concerne cette émission, on n'a pas parlé des blousons à l'époque, on avait parlé de l'essentiel, hein, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des blousons à l'époque. C'est une façon de contourner le... Bien sûr. Et justement, alors quand vous avez découvert les effets que ce clip avait sur ceux qui le regardaient et les controverses que ça pouvait créer, alors Romain en tant que réalisateur, je comprends qu'il a pu prendre son plaisir, mais vous, tout à coup, est-ce que ça n'avait pas dépassé votre volonté, même si ça avait un succès retentissant? Un petit peu, mais les premiers effets qu'on a constatés, c'est surtout, en fait, c'était le moment où on entrait dans les festivals d'été, où on a beaucoup joué, et on a remarqué que les gens... Maintenant qu'ils avaient réussi à relier une image forte à cette musique-là, le morceau marchait 10 000 fois mieux qu'avant en festival, donc c'était parfait pour nous. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite semaine où on s'est dit waouh, ça part un peu dans tous les sens, mais les vrais effets par rapport au public, on les a trouvés, je sais pas, 10 jours après, c'était une bonne opération. Et est-ce que ça s'est reflété dans le monde entier? Est-ce que dans le monde entier, ça a marché de la même manière au cours de cette tournée en 98? Est-ce que vous en avez vu les effets aussi bien au Japon, en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans toute l'Europe? Bien sûr, mais de toute façon, l'espèce de polémique qu'il y avait autour de ce clip, elle était super franco-française aussi. Et je pense que les Américains ou les Japonais n'ont pas du tout les mêmes complexes que les Français vis-à-vis de tout ce qui est évoqué dans ce clip-là. Et donc il n'y avait pas vraiment de problème ailleurs qu'ici. Et les problèmes ici ont été assez réduits finalement parce que les mécontents gueulent toujours plus fort que les gens qui sont heureux. Donc c'est un peu déformé. Les premières images de votre clip, elles ont été montrées c'était sur Internet. Oui, il est toujours sur Internet. D'ailleurs, on a pris les images sur Internet. Il n'y a pas de copie. Je voudrais savoir aussi. si sur Internet il y avait le clip en entier ou si c'était que des images. Non, non, il y avait le clip en entier. C'est un clip en entier. Oui, mais je veux savoir si sur Internet il y a eu que des morceaux du clip. Le clip en entier. Était destiné à être diffusé uniquement sur Internet. Internet. Ah oui, sur Internet, d'accord. Pour que les gens justement aient le choix de le regarder ou non. Oui. Et qu'il ne soit pas imposé à un public pas forcément averti. On parlait tout à l'heure de Andrew Loog Oldham qui est venu dans cette émission d'ailleurs, je le disais déjà, j'arrête de me vanter, pardon, et qui était le manager des Beatles et qui avait inventé toute cette stratégie, le manager des Rolling Stones, qui avait inventé toute cette stratégie pour les différencier des Beatles, le côté voyou, sexy, c'est lui qui leur avait donné. Tout ce marketing à l'époque on le cachait. C'est-à-dire qu'Andrew Loog Oldham, il le raconte aujourd'hui, mais il ne l'aurait jamais dit à l'époque. Vous, quand on regarde Across the Universe, on se dit, ils veulent s'auto-dénoncer. Toute cette violence, ce sexe rock'n'roll que vous affichez, on se dit, mais au fond, ils veulent nous dire qu'ils sont bien plus méchants qu'ils n'en ont l'air. Et forcément, on va regarder tout de suite un extrait. Hein. C'est à la fois dans le montage, mais aussi dans tout ce qu'on voit de cette tournée. Et on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se noircir? On regarde.
c'est comme ça pendant tout le DVD de Across the Universe, hein, que ce soit des bagarres, des orgies, des piscines, des filles à moitié nues. On se dit, la mythologie du rock'n'roll n'a pas du tout changé. Non, pas du tout. Mais c'est ça enfin, c'est drôle de le regarder à la télé parce qu'au final, on se rend compte qu'il se passe pas grand-chose de très exceptionnel et que c'est un peu justement ce cliché du rock'n'roll qui nous rattrape. Mais c'est un processus un peu inhérent au phénomène de tournée où tout en fait ce qu'on vous a raconté, tout ce que vous fantasmez sur justement le cliché sexe, drogue et rock'n'roll s'avère complètement vrai une fois que vous êtes un peu happé par la machine. Mais c'est drôle. On se laissait bien volontiers aller aussi. Dans lequel vous laissez bien volontiers aller. Bien sûr, oui, puisque ça va arriver, autant essayer d'en profiter et de s'en amuser. Ça ne dure que 15 jours. De rejeter ça, voilà, c'est assez Pardon courant. Sur une quinzaine de jours seulement. Ce DVD a été tourné en 3 semaines, donc c'est une période où il est marrant de se plonger, qui est excessive, mais qui dure pas Je me longtemps. disais, ce qui serait très très rock'n'roll en 2008 peut-être, c'est que tout ça soit faux. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas autant de piscines, il n'y avait pas autant de filles nues, vous leur avez demandé. C'est le fait de se noircir, est-ce que ce ne serait pas ça qui serait rock'n'roll aujourd'hui, alors que le rock'n'roll d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans, ça consisterait souvent à dissimuler toute cette partie-là. De toute façon, c'est rock'n'roll dans le sens où c'est une heure qui est issue de 250 heures de rush. Donc fatalement, on choisit une direction et on la pousse. Mais Romain pourra parler de ça mieux que moi. Le montage, ça multiplie beaucoup. Hein, là, Bien quand sûr, même, les images sont très fortes, ça multiplie. Avec les mêmes images, on aurait pu faire un DVD tourné très ennuyeux, Très calme. végétarien, comme Très les trois zen. quarts très zen, comme les 3 quarts des artistes aujourd'hui aussi, où finalement c'est très ennuyeux, très végétarien, très bien pensant. Et là, on a pris la tangente de montrer les trucs un peu plus divertissants, tels avec des mots-clés assez cool, tels bagarre, pistolet, policier et cheerleader, qui sont un peu plus divertissants à nos yeux que manger du tofu ou écouter Coldplay. Attention, vous commencez à vous expliquer là. Hein. Comment? Vous avez dit que vous n'alliez pas vous expliquer. Oui, non, mais Commencez à vous c'est expliquer, pas attention. le même film. Donc, ce quand film-là, même. je peux m'expliquer. Semi, Il y a en un tant DVD que, avant. en tant que directeur artistique, justement, est-ce que la façon dont il est en train de l'expliquer, est-ce que c'est bon pour la marque Justice? La marque Justice. Non, mais je pense en effet qu'on a pris cette direction parce que on a voulu faire un objet de divertissement, tout simplement. Enfin, on aurait pu montrer la réalité pure et dure du DVD, d'une tournée dans ce DVD, mais ça n'intéresserait personne. Ce serait un film de vacances avec des chaussettes sales au fond du bus. Donc on a fait l'impasse sur certains trucs qui nous paraissaient dispensables et on a montré ce qui était drôle, à savoir en effet bagarre et groupies, etc. Ce qui reflète pas la réalité totale d'une tournée, mais qui est drôle à regarder, je pense. Ce DVD n'a pas d'autre but finalement que d'être divertissant. C'est une comédie. Il n'est pas Un là pour objet. être rock'n'roll ou pas rock'n'roll. C'est juste divertissant, voilà. Et les codes du divertissement, finalement, n'ont pas changé. Non. Si les codes du rock ont peut-être changé entre-temps, les codes du divertissement, c'est toujours la même chose. C'est, excusez-moi, la bière, les nichons, les policiers, le sang et les bagarres, en fait. Mais c'est la même chose depuis pas mal de temps et c'est pas voué à changer tout de suite. Ça fait beaucoup rire, Catherine. Non, mais c'est pas faux. Je m'exprime volontairement en termes super simples. Parce que Non, mais c'est ils disent ça en une plus, simplicité. les trois, avec une voix tellement douce, c'est une voix tellement douce et tout ça est vrai. Merci tous les quatre d'être venus ce soir. Merci Catherine.